Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de la présidentielle au Togo, présidentielle de 2020, premier tour 22 février. Et notre invité, Dr Folly Ekwe. Merci, Dr Ekwe, d'être resté avec nous. Merci à vous. Dr Folly Ekwe, qui est conseiller politique de président national de l'Union des forces de changement, Gilchrist Olympio. Donc, à la fin de la première partie, nous étions en train de parler de consignes de vote. Voilà un grand parti. De toutes les façons, l'Union des forces de changement, bien connue au Togo, qui ne présente pas de candidat, qui pour le moment n'a pas donné de consigne de vote. Oui. Est-ce que ça va demeurer ainsi pendant longtemps? Bien, et comme en toute chose, il faut partir des principes. Avant d'arriver à la pratique, nous avons l'UFC à travers la voix du président, le message au pays du début d'année. L'UFC a dit clairement que il souhaite une année paisible, des élections sans violence, et que pour ce qui est des élections présidentielles, son dernier mot, sera dit très prochainement. C'est-à-dire que le parti, en tant que structure, n'a pas encore produit un communiqué portant consigne de vote dans le cadre de ces élections présidentielles. Le principe général qui a été établi par le président national, c'est que l'UFC, en conformité avec sa politique de paix et de stabilité, se prononcera utilement en faveur du programme qui apparaîtra garantir le plus la paix, la stabilité et le développement dans le pays. C'est-à-dire la meilleure option pour le pays. C'est cette option-là que l'UFC finalement va soutenir. Parce que, oui, comme nous le disions tantôt, nous sommes sur l'autel de l'intérêt général. Maintenant, la consigne de vote en faveur d'un candidat contre un autre est un acte politique qui n'intervient que lorsque, en amont, il y a eu des négociations avec des candidats. Mais comme jusqu'alors, aucun candidat, officiellement ni officieusement, n'a demandé au président national et à l'UFC un soutien officiel public. Et comment vous l'expliquez? Parce qu'on pense que vous ne pouvez pas apporter grand-chose à une candidature. Je crois qu'il nous est... Les grands joueurs sont toujours courtisés. C'est vrai. Il nous est difficile d'expliquer ce comportement des autres acteurs. Nous constatons que pour l'instant, quand il s'agit de conseils, quand il s'agit d'autres questions, par exemple, notamment des discussions au Parlement, on a été approché par des partis. Même dans le cadre des différentes élections qui a eu lieu, on a été approché par des partis pour discuter, au plan local comme au plan du parti même. Dans le cas de ces élections, il y a eu des acteurs qui nous ont approchés, mais qui malheureusement ne sont pas des candidats déclarés. Et donc, comme tout parti républicain favorable à l'ordre et à l'harmonie, nous sommes dans l'attentisme. Oui, mais dans l'attentisme, est-ce que c'est la bonne démarche? Quand les montagnes, on dit souvent, refusent d'aller vers Mahomet, qu'est-ce que Mahomet fait? Mahomet grimpe les montagnes. Vous n'êtes pas proactif. Justement. Pourquoi vous ne prenez pas non, justement, ce n'est pas une démarche. C'est pas une démarche. Et nous observons et nous nous donnons le temps d'orienter notre parti sur la base de ce qui est bien. De toutes les façons, est-ce que ça ne va pas être très difficile pour vous à faire? Parce que d'un côté, vous avez peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, la solution du cœur, dont vous connaissez peut-être les résultats d'avance. Vous nous l'avez expliqué longuement lors de la première partie. Le vote stricto sensu ne garantit pas l'alternance. Et de l'autre, vous avez les partenaires à qui vous avez signé un accord, mais qui pour vous, symboliquement, doivent céder la place. Oui, alors, nous sommes pour l'alternance dans le pays. Et nous sommes pour l'alternance pacifique dans le pays. Et nous sommes pour l'alternance négociée. Alors, nous sommes pour l'alternance, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles qui potentiellement pourraient donner lieu à une alternance, nous sommes attentifs.
nous voudrions bien qu'il y ait alternance. Mais pas n'importe quel type d'alternance, une alternance pacifique. Du coup, je crois que l'UFC est favorable à toute candidature ou à tout projet de société qui garantirait la paix et la stabilité dans le pays. C'est un mot qui est très important pour nous. Et tant que les velléités radicales ou radicalistes tendent à prendre le dessus, l'UFC interviendra pour que les âmes s'apaisent, afin de permettre au pays d'avancer au plan technique. Ça, vous nous l'avez expliqué. Oui. Mais pourquoi l'alternance n'avait pas été négociée à Sant'Egidio lorsque l'accord avait été signé? Les questions des négociations de Sant'Egidio sont un chapitre à part, qu'il n'est pas utile et opportun d'aborder dans le cadre de cet échange. Si vous le permettez. On comprend, c'est un langage politique. Merci beaucoup. Vous ne souhaitez pas parler sur la place publique, ce qui a été dit. Alors, je vais citer un auteur des relations internationales, Krasner, qui dit que lorsqu'un processus est en cours, il est difficile de l'analyser. Définitivement. Du coup, étant donné que nous sommes toujours dans le processus du rapprochement et de la négociation d'une alternance pacifique dans le pays, il nous convient de ne pas trop nous verser dans des analyses précipitées. Vous voulez dire que tout est possible à tout moment? Tout est possible à tout moment. Tout est possible à tout moment. Si les conditions sont réunies, tout est possible à tout moment. Donc on va refermer cette parenthèse des consignes de vote pour aborder maintenant concrètement les élections de 2020. Mais je voudrais vous poser une question au-delà de votre casquette politique en tant que professeur de Sciences Po, sciences politiques. Mais j'ai l'impression que les partis politiques se laissent souvent surprendre par les élections. Tout le monde sait d'avance à quelle période auraient eu lieu les élections présidentielles au Togo. Mais à l'arrivée, le premier tour, c'est le 22 février, mais on a l'impression que pratiquement tous les partis ne sont pas prêts pour compétir. À quoi cela est dû? Bien, une petite parenthèse. Pas professeur de sciences politiques. Bon. Enseignant-chercheur en sciences politiques. Le professorat est un grade du système CAMES. Voilà, merci. Et c'est une précision qui est due. Bon, et les partis semblent ne pas être prêts. Parce que beaucoup se disent que la messe est déjà dite. Beaucoup se disent que la messe est déjà dite et se disent à quoi ça sert d'aller dans ce sens ou dans l'autre sens. Et je crois que ça explique un peu l'immobilisme. Mais la campagne, laissez autant. Laissez la campagne arriver. Nous verrons, je crois que beaucoup de personnes feront la campagne. Et nous verrons beaucoup de partis, les candidats qui feront leur discours et qui viendront nous convaincre. Mais à 2 semaines d'une campagne électorale, on peut sentir quand même une certaine fièvre. Moi, je suis journaliste. C'est vrai. Sur une télévision. C'est vrai, vous avez raison. Mais n'oubliez pas que généralement, chez nous au Togo et en Afrique, il y a beaucoup plus d'improvisation que de préparation. Et c'est dû au fait que les candidats à la présidentielle n'ont pas la charge que le candidat du parti au pouvoir a. Les gens qui gouvernent un pays savent que l'improvisation est dangereuse. Et le coût ou le prix à payer pour l'improvisation est peut-être très cher. Donc ils sont organisés et ils se lèvent tôt. Mais ceux qui sont dans l'opposition souvent, et particulièrement au Togo, sont toujours impréparés. L'opposition est toujours c'est une maladie de l'opposition togolaise. Toujours impréparée. Et c'est au dernier moment que les gens commencent par faire du bruit, se faire sentir et parler. Alors, quand vous êtes dans une telle attitude, vous ne pouvez rien gagner. Une élection présidentielle se prépare le jour où la Cour constitutionnelle proclame les résultats de l'élection précédente. C'est-à-dire bientôt, début mars, lorsque la CC dira tel candidat a gagné, tous ceux qui veulent aller aux élections en 2025 ont leur coup de sifflet initial pour se préparer. Normalement, c'est ainsi, mais ça ne se passe pas ici, au Togo. Ça explique le fait que
des partis se trouvent impréparés. Quand je vois que dans les motifs de la Cour constitutionnelle, il y a quelque part où on dit qu'un candidat n'a pas réussi à réunir les 2000 signatures, je me dis que ça, c'est dû à l'impréparation. Oui, mais les candidats ont démenti formellement en publiant quand même la Non, liste. je crois que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire une déclaration si solennelle qui soit fausse. Personne ne sait ce qui s'est passé parce que j'ai vu quand même les documents publiés par un des candidats à qui on a reproché Je vais vous le dire, nombre de signatures. je vais vous dire ce qui se passe. Oui. Il se passe que le candidat, logiquement, a réuni les 2000 signatures. Sinon 5000, hein, au-delà. Même J'ai vu plus. un des candidats qui- Même plus. Hein. Ouais. Lorsque ces signatures vont à l'examen, il y a des conditions pour que les signatures soient, puisqu'il s'agit de validation. Lorsqu'on commence par valider les signatures, on écarte des signatures. Notamment, il y a des conditions. Il faut voir si les personnes qui ont signé sont repérables. Sont des personnes qu'on peut appeler, qui existent, qui sont là. Sont des personnes qui sont majeures, qui n'ont aucun problème avec la justice. Il y a des conditions que les cautionneurs doivent remplir. Les candidats peuvent, en rassemblant ces signatures, ne pas faire attention à tous ces petits détails parce que c'est compliqué, un dossier de 2000 signatures que vous ajoutez à toutes les autres pièces, c'est pas facile à faire. Donc il se peut qu'à la fin, en invalidant des signatures, le candidat se retrouve avec un nombre de signatures valides inférieur à 2000. La CC, c'est-à-dire Cour constitutionnelle, ne peut que prononcer l'invalidation de ce dossier. Sinon, un candidat normal ne peut pas apporter ou déposer un dossier qui contient un nombre de signatures inférieur matériellement à 2000. Soit que c'est un problème de validation qui s'est posé. Oui. Et votre analyse me pousse à vous poser une question justement sur cette Cour constitutionnelle. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signal que cette Cour est en train de donner? On sait les conditions dans lesquelles cette Cour a été réformée, on a parlé des réformes, mais finalement on se retrouve pratiquement avec les mêmes têtes, avec le même président. On reproche à cette Cour d'être incomplète et certains vont même en conjecture jusqu'en attaquant l'anticonstitutionnalité de cette Cour constitutionnelle, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'elle peut faire le job, cette Cour, légalement? D'abord, les membres de la Cour constitutionnelle sont des personnalités respectables. Et j'attire l'attention de l'opinion sur le fait que c'est un travail éminemment technique, qui est très complexe. C'est un travail, c'est du juridisme, avant d'être politique. Et n'importe qui ne peut pas se lever et critiquer la Cour constitutionnelle. N'importe qui ne peut pas se lever et critiquer les membres de la Cour constitutionnelle. Je veux dire ici que je respecte aussi bien individuellement, personnellement que collectivement les membres et la composition de cette Cour. Maintenant, les critiques qui ont été formulées à l'encontre de la Cour constitutionnelle sont de deux ordres. Des gens ont parlé de vices formels, de vices juridiques, et d'autres ont parlé de forfaiture, notamment à effet politique. Alors, l'expertise qui est la nôtre est très simple. La Cour constitutionnelle, en l'état actuel, est fondée à exercer toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi fondamentale. Elle est fondée, elle est légitime. Elle peut valider les candidatures, elle l'a déjà fait. Elle peut valider, invalider des votes et proclamer les résultats en voie définitive des élections à venir. Pour quelle raison? Très simplement. Les critiques d'ordre juridique se basent sur deux ressources. La première ressource, elle est celle de l'article 157, qui stipule de la Constitution, bien entendu, dans la version actuelle, révisée d'après mai 2019, qui dit que les membres de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que la compétence de la Cour constitutionnelle sur... Alors, si nous mettons en rapport la question du Sénat, je suis toujours dans l'article 157. Le Sénat n'est pas encore mis en place. L'ancien article 157 dit tout simplement que tant que le Sénat n'est pas mis en place, n'est-ce pas, les compétences du Sénat sont
exercées Par l'Assemblée nationale. par l'Assemblée nationale, mais les compétences du Sénat dans le cadre de l'exercice du pouvoir législatif. C'est-à-dire que la production législative au niveau du Parlement, le Parlement, il y a le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale. Alors, les compétences législatives impliquent généralement l'Assemblée nationale et le Sénat. Tant que le Sénat n'est pas en place, l'Assemblée nationale peut exercer le pouvoir législatif. L'article 155, il y a deux articles 155 et 157. Avant, l'article 155 a dit clairement, de façon explicite, que le Sénat n'était pas en place, c'est l'Assemblée nationale qui choisit, qui désigne. Et en effet, l'Assemblée nationale désignait 6 au lieu de 3. Le chef de l'État désignait 3, ce qui faisait 9. Maintenant, la disposition transitoire de 157, en attendant, alors nous avons une situation où le Sénat n'est pas mis en place. Suivez bien, le Sénat n'est pas mis en place. Le chef de l'État peut désigner ses 2 représentants sur la base de la nouvelle loi du 23 décembre 2019 qui a modifié la loi de 2004 du 1er mars 2004, loi numéro 2004-004. Le chef de l'État a choisi ces 2, a désigné ces 2. Le Parlement, l'Assemblée nationale, a désigné ces 2 représentants. Et deux autres représentants, 6 sont de 6, les 2 autres sont ceux du Sénat. Ensuite, nous avons l'avocat, nous avons le professeur d'université et nous avons le magistrat. Alors, le Sénat n'est plus là. L'Assemblée nationale ne peut plus exercer cette compétence explicite de la désignation de la Cour, des membres de la Cour constitutionnelle qui existait dans l'article 155 avant, qui n'existe plus. Du coup, il n'y a plus de soupape institutionnelle pour produire les 2 membres du Sénat tant que le Sénat n'est pas en place. La question, elle est très simple. Dès lors que le Sénat n'est pas en place, des gens ont dit qu'on pouvait faire l'extension par le principe d'extension de l'article 157 pour faire voter, désigner les 4 représentants par l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas correct, pour la simple raison que la mise en place du Sénat contient 2 processus. Le processus de l'élection des conseillers municipaux, la première partie, et de la mise en place du Sénat, la deuxième partie. Dès lors que la première partie est initiée et qu'il y a des conseillers municipaux qui existent, les députés ne peuvent plus exercer la compétence de ces conseillers municipaux, même s'ils n'ont pas encore été sélectionnés pour constituer le Sénat. Donc c'est une question de constitutionnalité. Du coup, on met en place une Cour constitutionnelle de 7 personnes qui dépasse déjà le nombre requis pour la validation des travaux, des décisions, le quorum de 5, en attendant que les 2 personnes, les 2 représentants du Sénat s'y ajoutent. C'est normal. Est-ce qu'on ne peut pas raisonner autrement? Parce que dans ce que vous venez de décrire, et si on lit les textes, il n'est pas interdit que l'Assemblée nationale désigne les 2 autres membres en attendant la mise en place du Sénat. De 2, est-ce que... Il est interdit. Expressément. Hein? Bien sûr. Alors, je reviens. Avant la modification constitutionnelle de mai 2019 et la modification de la loi du 23 décembre, l'article 155 de la Constitution disposait clairement que, comme le Sénat n'est pas en place, on reconnaît à l'Assemblée nationale la compétence de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Oui. C'était explicite, c'est OK. Cette disposition n'existe plus. Exactement. Donc la disposition a été sautée. Ça veut dire que... elle n'existe plus, oui, parce que le processus du Sénat, rien ne dit maintenant comment non, c'est-à-dire les membres vont être désignés. Oui, le processus de mise en place du Sénat a débuté par l'élection des conseils municipaux. Ouais. Et bientôt, le Sénat sera mis en place. Le problème, c'est que une fois que les conseils municipaux sont là, les députés ne peuvent plus exercer une compétence qui leur est dévolue. Même si l'organe institutionnel dans lequel les conseils municipaux doivent exercer cette compétence n'est pas encore mis en place. Est-ce qu'on peut considérer l'élection des conseillers municipaux comme étant le début de la constitution du Sénat? Voilà, c'est ce que je dis. Bien sûr, c'est délicat. Bien sûr, c'est exactement ça. Le Sénat se compose en 2 phases. La mise en place des collectivités, les représentants des collectivités locales, et ensuite les désignations des membres du Sénat à travers le réceptacle que constituent les conseils municipaux. Ils existent déjà. Mais aujourd'hui, le Sénat n'existe pas. Le Sénat n'existe pas.
Du coup, le Sénat ne peut pas fournir les 2 membres. Oui. Mais vu que l'article 155, qui fondait l'Assemblée nationale à choisir, à désigner les 2, n'existe plus, l'Assemblée nationale ne peut pas choisir. Mais ceux qui critiquent la configuration actuelle se disent que comme il est dit dans l'article 157, que en l'absence du Sénat, l'Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif qui lui est dévolu, ils se disent que l'Assemblée nationale peut choisir, peut désigner. Mais par pouvoir législatif, on entend là exclusivement la potestat de la légifération, pas la potestat de la désignation des membres des organes extra l'organe, extra le Parlement. Alors, il ne faut pas faire de confusion. Alors, nous avons vu dans plusieurs pays, même au Togo, par exemple, la mise en place de la CENI. Il y a des représentants de la CENI qui ont été déjà désignés, qui sont en voyage. Ceux qui sont là sont allés prêter serment. La CENI mise en place, le quorum atteint, a commencé par travailler. Avant que les membres restants rentrent au pays, on leur a organisé une cérémonie de prestation de serment pour rentrer dans la CENI. Alors, il ne s'agit pas, comme avant, de l'inexistence carrément du Sénat, de l'inexistence des conseils municipaux. Dans ce cas, et l'article 155 le disait bien, l'Assemblée nationale choisit. Mais dès lors que ce processus est lancé, les conseils municipaux sont en place. Il reste juste le temps permettant qu'on puisse choisir, désigner ceux qui vont faire le Sénat. On ne peut plus faire ce travail à l'Assemblée nationale. De toutes les façons, est-ce que ce débat n'est pas quelque peu futile, hein, parce que il est futile, justement. Si quelqu'un doit se plaindre de la désignation des 2 autres membres, c'est l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale est majoritairement bien sûr, justement, unie. C'est la question que je me pose. Est-ce que ça vaut la peine, cette question? C'est la question que je me pose. Quelle est la pertinence politique d'une telle question? Juridiquement, la Cour constitutionnelle peut exercer, parce qu'elle a son quorum. Ceux qui disent que la Cour constitutionnelle, n'ayant pas atteint le nombre 9, ne pouvait pas être mise en place, ils ont oublié qu'il s'agit d'une mise en place par intermittence. On peut mettre en place des organes par intermittence, en fonction de la disponibilité des membres. Et j'ai donné l'exemple de la CENI. Lorsque les 2 seront là, désignés, ils viendront prêter serment et vont intégrer. Il ne s'agit pas d'une mise en place de la CC définitive. Et quand vous voyez les analyses des journalistes français de cette question sur la question togolaise, vous voyez que le discours que nous tenons est tout à fait logique. Maintenant, au plan politique, l'Assemblée nationale du Togo est majoritairement unir. Bien. Logiquement, s'il faut donner à cette Assemblée 4 membres à choisir, les 4 membres pourront être favorables à unir. Et les gens disent, et là, si on l'avait fait, ce serait une violation flagrante de la lettre formelle de la Constitution, parce que on dit clairement que l'Assemblée nationale ne doit fournir que 2. On ne peut pas faire fournir 4. Ce serait une violation du texte au plan littéral. Avant, elle choisissait 6 parce que l'article 155 lui donnait explicitement le pouvoir d'en choisir 6. Ce qui n'existe, vous voyez que c'est assez nuancé. Mais si on fait choisir 4 à l'Assemblée nationale, c'est des gens qui seront logiquement favorables à unir. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut mettre en place le Sénat d'abord. Si le Sénat était là, comment se forme le Sénat? 2/3 des conseils municipaux, 1/3 le chef de l'État, et voilà la 3e. Alors, les conseils municipaux, les 2/3. Vous savez très bien que les conseils municipaux au Togo, des élections du 30 juin 2019, sont majoritairement d'unir. Du coup, le Sénat aura une coloration unir. Si on faisait élire, désigner les 2 par le Sénat, politiquement, c'est unir. Du coup, quelle est la pertinence politique? Au plan politique, ces 2 qui manquent ou qui viennent ne modifient pas la force politique de unir au sein de la Cour constitutionnelle. Alors, moi, j'ai conseillé à certains de laisser tomber ce débat de l'inconstitutionnalité de la Cour constitutionnelle, ce qui sonne mal aux oreilles des constitutionnalistes. On ne peut pas dire qu'une Cour constitutionnelle qui veille à la constitutionnalité de l'appareil législatif et même procédural et procédurier soit devenue anticonstitutionnelle. Mais je voudrais vous envoyer... Alors, vous voulez saisir quel organe? Puisque s'il y a anticonstitutionnalité, il faut saisir la Cour constitutionnelle. La CC.
Mais vous dites que la CC elle-même est anticonstitutionnelle. Bien, quel est l'organe que vous allez saisir? Vous êtes dans ce qu'on appelle la mise en abîme chez Platon. C'est-à-dire un chat qui se mord sa queue. Ça n'a pas de sens. Mais ce débat ne tient pas la route. Il faut que les gens laissent tomber ce débat et se concentrent peut-être sur d'autres ressources si l'idée est de provoquer un dialogue avec le gouvernement. Maintenant, je voudrais renvoyer une question à votre teinture juridique. Est-ce que ça sonne bien de faire désigner les membres de la Cour constitutionnelle par des institutions, entre guillemets, qui ont une coloration partisane? Parce que là-bas, c'est du droit qui se dit à la Cour constitutionnelle. Pourquoi ne pas faire désigner les membres de la Cour constitutionnelle? C'est une réflexion générale que je lance, par des associations corporatistes et non par l'Assemblée nationale qui a une coloration politique, non par le président de la République qui a une teinture politique aussi, non? Bien, nous sommes dans le... Je crois que quand vous analysez les tests du Togo, nous sommes dans le modèle dualiste de la Cour constitutionnelle qui est politique et technique. C'est-à-dire mi-politique, mi-technique. Certains pays, c'est complètement politique. Dans d'autres, c'est purement technique. Et le Togo a choisi de faire le métissage. Technique parce que sur les deux que choisit le chef de l'État, il y a un qui doit être choisi sur la base de ses compétences, qui doit avoir 15 ans d'expérience dans son domaine. Même chose pour le Sénat, même chose pour l'Assemblée nationale. Et les trois autres qui sont le juge, le magistrat, l'avocat et le professeur, il est précisé qu'il doit avoir 15 ans. Du coup, vous avez la compétence qui fait l'objet d'une apologie. Et vous avez aussi le politique. Maintenant, vous vous demandez pourquoi est-ce que on ne mettrait pas en minorité ou on ne minorerait carrément pas la dimension politique de cette Cour. Vous savez, la Cour constitutionnelle est l'organe politique par excellence dans les républiques. Parce qu'elle connaît des questions éminemment politiques. Pas politique, je n'entends pas parti de pouvoir, parti politique. Pas politique, j'entends l'acception la plus pure de ce mot en Sciences Po, qui est le pouvoir. Tout ce qui est pouvoir. L'organe par excellence qui gère les questions et les enjeux de pouvoir, c'est la CC. On ne peut pas mettre dans la CC des gens qui sont juste des techniciens. Tous juste des techniciens. Et qui ne peuvent pas prendre la température des enjeux politiques. De l'autre côté... Qui peuvent devenir incontrôlables. Et qui peuvent devenir incontrôlables. De l'autre côté, dites-moi si même un technicien n'est pas au fond politique. Finalement, nous tombons dans le modèle des États qui ont choisi juste le modèle politique. Toute la Cour, le Conseil constitutionnel est politique. Nous tombons dans ce modèle. Parce que le professeur Massina, par exemple, il va pas afficher son appartenance politique. Mais au fond de son cœur, même s'il n'a la carte d'aucun parti, au fond de son cœur... On n'en a pas la certitude. Je suis dans des conjectures. La même chose pour l'avocat qui sera choisi. La même chose pour le magistrat qui sera choisi par le Conseil supérieur de la magistrature. La même chose pour ainsi de suite. Même pour les deux que le chef de l'État choisit. Ainsi de suite. Nous sommes dans le carcan politique. Toujours des questions politiques. Laissons la Cour constitutionnelle agir. Il y a eu des pays où un acteur a cru que la Cour constitutionnelle lui était favorable. Mais les décisions de cette Cour lui ont été défavorables. Je vais citer le Bénin à côté. Sur la question de la grève des médecins. Du coup, les pendules ont été remises en l'air, mais aujourd'hui... C'est vrai, mais entre-temps, il y a eu ce fait incontrôlé. Mais du coup, le débat ne se pose pas. Je me résume en disant qu'il ne s'agit pas d'une installation définitive de la CC. Si on était ainsi, nous serions dans l'anticonstitutionnalité. C'est une installation en deux temps. Le temps que le processus de mise en place du Sénat soit atteint et que les deux représentants, membres choisis par les sénateurs, puissent rentrer en lice. Oui. Je voudrais qu'on parle aussi de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dont la composition est critiquée aussi par certains partis de l'opposition et des candidats même. Certains candidats déclarés ont jeté l'éponge avec l'argument que la Commission électorale nationale indépendante
est sujette à caution. Alors vous êtes membre, hein, vous êtes bien représenté à la CENI. Comment se déroulent les travaux là-bas? Est-ce que vous faites confiance à ce qui se fait du côté de la cité OUA? Bien, sur la base des faits, je crois que le seul élément qui pourrait cautionner la méfiance des acteurs qui raisonnent ainsi, c'est cette décision presque à la veille de la clôture du délai que les candidats apportent le récépissé des 20 millions en même temps. La caution pour être candidat. Le cautionnement, oui. Ouais. Généralement, c'est après la validation par la Cour constitutionnelle que les candidats vont verser et vont apporter le récépissé pour compléter leur dossier. Bien, la CENI a pris cette décision qui a dû contraindre les acteurs à se mettre au pas. Cela a bousculé un peu certains acteurs et je crois qu'à l'avenir, il serait bien d'éviter ce genre de décision. Et que dit le code électoral en la matière? Bien, le code électoral, dans un certain versant, sur un certain versant, est muet. Alors, mais par analogie et par principe de cohérence, on peut conclure que la CENI, à un moment donné, peut demander à des candidats d'apporter leur caution. La CENI peut le faire par interprétation gymnastique, pas gymnastique interprétative. On peut le faire. Mais généralement et ordinairement, ce n'est pas quelque chose que la CENI devrait faire. Maintenant, dans la fourchette du devoir faire et du pouvoir faire, il y a toute une oscillation qui permet à l'organe de faire des choix qui sont politiquement intéressés. Mais cette interprétation n'est pas de mon ressort. Je crois que, tout simplement, les acteurs ont été surpris. Le principe moral, c'est que, comme nous sommes à la veille d'une élection présidentielle et les tensions se cristallisent, il vaut mieux éviter des décisions qui vont complexifier l'organisation et qui vont augmenter la tension des acteurs. Mais les conséquences de ce que vous évoquez là, les conséquences peuvent être lourdes. Est-ce que certains candidats dont les dossiers ont été récalés à la dernière minute ne peuvent pas attaquer cette commission électorale devant la Cour constitutionnelle parce que certains n'ont pas pu déposer leur dossier à cause de cette caution? Bien. C'est un débat qui est ouvert, qui peut faire objet de beaucoup d'argumentation. Il me semble que des dommages ont été constatés et que à l'avenir, il serait souhaitable que la CENI ne mette pas les candidats dans de telles difficultés. Parce qu'il y a des personnes qui ont demandé des prêts et qui peut-être attendent. Écoutez, quand mon dossier sera validé, je pourrai venir prendre l'argent et aller compléter. Mais je ne le ferai pas avant. Et certains constituer un dossier aussi, c'est dépenser parce qu'on a parlé justement, par exemple des candidats indépendants. J'ai vu le dossier d'une dame, candidate indépendante, être rejeté à 1 minute du dépôt des dossiers parce que la caution n'y était pas. Je crois que c'est dommageable. Et à l'avenir, on devrait éviter. Vous parlez de l'avenir? Oui, à l'avenir. Non, mais le dossier présent n'est pas encore vidé. Non, je suis pragmatique du moment où ce qui est. Ce qui a été est. Oui. Et il n'existe pas de recours possible. Aucune disposition normative, juridique ne fonde un recours possible devant ce genre d'abus ou ce genre de dommages. On peut saisir la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle a déjà terminé son processus de validation. Il n'y a pas de... Vous savez, le processus est lancé. Et on ne peut plus rien faire. C'est pour cela, en pragmatique, je parle de l'avenir. Maintenant, ceux qui ont été victimes d'un tel abus ont toujours la possibilité d'approcher les autorités administratives pour voir dans quelle mesure ils ne peuvent pas discuter pour qu'on puisse les aider au niveau des dommages qu'ils ont dû, des dommages d'ordre moral, d'ordre financier, ainsi de suite. C'est ce que je peux dire pour tenir compte de ce que les uns et les autres ont pu subir. Mais ce qui est bien et ce qui se fait dans tous les pays, c'est que lorsqu'il y a un jeu, un match,
que les règles du jeu soient définies à l'avance. Qu'au dernier moment, même si l'arbitre ou l'instance a la potestat de modifier les règles, que l'instance évite de le faire. Mais si on modifie des règles, que ce soit pour faciliter les acteurs en jeu, mais pas, il ne faut pas que ce soit pour les recaler ou les mettre en difficulté, parce que ça peut créer des précédents. Mais personne ne veut qu'il y ait des précédents de la tension dans le processus. Si un dossier doit être recalé politiquement, s'il y avait, je suis dans la conjecture, s'il y avait des instructions pour qu'un dossier ne passe pas, parce que ça arrive dans certains pays, et nous le voyons, il y a plein d'articles scientifiques ou de sociologie politique où on a retracé des situations comme ça dans beaucoup de pays, où on a donné des instructions politiques pour qu'un dossier ne passe pas. Il est plus simple et plus intelligent de recaler ce dossier par la décision de la Cour constitutionnelle, qui n'est susceptible d'aucun recours, que de faire recaler le dossier au niveau de la CENI. Alors, si je fais recaler un dossier sur instruction politique au niveau de la CENI, je crée de la tension inutile. J'attends un peu, la Cour constitutionnelle fait le travail. Et donc, personne ne peut faire de recours contre elle. Donc, moralité de cette histoire, la CENI semble... ça ressemble à une bavure, plus à une bavure, à une maladresse. Oui, apparemment, on aurait pu éviter ça. Maintenant, il faut écouter le porte-parole de l'institution ou bien le président de l'institution sur les dynamiques de ce qui s'est passé. Parce que, en tant que chercheur, nous sommes aussi un chercheur. Il y a des événements, apparemment, vous avez un jugement, mais lorsque vous rentrez, je donne un exemple simple, le fonctionnalisme chez Malinowski, il dit il faut rentrer dans le groupe anthropologique donné, vivre cette dynamique pour comprendre les raisons des actes qu'il pose. Alors, il faut peut-être attendre d'écouter ce que dira le porte-parole de la CENI sur ce qui s'est passé. Peut-être il y a des dispositions réglementaires, c'est-à-dire de l'ordre du règlement intérieur, qui fondent la CENI à poser ce acte. Il y a des interprétations des dispositions réglementaires qui fondent la CENI à poser ce acte. Et peut-être il y a eu une certaine communication qui n'a pas été publiée sur les possibilités d'un tel revers. Donc il faut surtout il y a la jurisprudence qui ne joue pas justement en faveur de la CENI parce que entre-temps, avant, la caution, les preuves de la caution sont apportées après le dépôt. C'est vrai. C'est vrai, il y a une jurisprudence qui a surpris les acteurs. Ouais. Donc, maintenant, écoutez, entre nous, laissons tomber les casquettes. Je suis candidat aux élections présidentielles. Je me prépare pour y aller. Dès le moment que je vais retirer le formulaire de dépôt de candidature, c'est combien de jours avant la clôture? Généralement, c'est 10 jours, 2 semaines. Je suppose que j'ai de l'argent. J'ai les 20 millions, j'ai les 50, je ne sais pas combien. Je les ai. Si je joue sur la provision financière entre le délai de clôture de la CENI et le délai de validation de la constitutionnelle, je peux me retrouver dans des situations comme ça. Ça peut ne pas être une question de disponibilité, ça peut être une question de priorité. Si le candidat estime qu'à ce moment-là, ce n'était pas prioritaire, d'accord, d'apporter la caution, mais je dois avoir... et que cela pouvait être fait après la validation. Non, je crois que je dois... Monsieur Gilles Boko, nous avons parlé de ce qui peut être normatif. Nous parlons de ce qui est humain, de ce qui est terre à terre. Je veux être président de la République. Je veux une compétition et je dois chercher les 20 millions entre la clôture du délai de la CENI et la validation de la constitutionnelle. Je cours un risque. Et c'est ce genre de risque que les gens payent de façon très cuisante par la décision prise par la CENI. C'est un jeu politique dangereux. Donc il faut que quand même j'ai les 20 millions, que je les ai. Si je vais à la CENI, je crois que c'est ce qui s'est passé avec le professeur Soulou. Exactement, qui était allé le matin. Mais il avait son argent. Oui, il y avait une candidate, Madame Petigot, qui avait aussi son argent, mais qui est allée justement déposer son dossier 5 minutes avant la clôture. En 5 minutes, on ne peut pas retourner à la banque à 23h, retirer de l'argent ou faire quelques dépôts que ce soit. Mais le déficit d'information doit être... on doit résoudre le problème de déficit d'information. À ce niveau, même au Ghana, ces genres d'erreurs ne se commettent pas. Donc je crois que l'institution doit faire un effort
dans ce sens. Cela dit, est-ce que vous faites confiance au processus? Est-ce que les élections, la présidentielle de 2020 sera juste, transparente, équitable, démocratique? En tant que parti n'ayant pas de candidat, il ne me revient pas ou ne nous revient pas de faire confiance ou non en la CENI. Nous faisons confiance en toutes les institutions qui sont impliquées dans le processus. Et nous sommes observateurs autant que les observateurs internationaux, autant que le G5, autant que les Nations Unies, le PNUD et tous les acteurs, la CEDEAO, ainsi de suite. Est-ce que le processus est bien parti? Ce que vous voyez sur le terrain, est-ce que les élections seront transparentes? La transparence des élections présidentielles est de l'ordre l'ordre. dans la théorie. Non, je ne suis pas dans la théorie. Et on ne peut pas répondre de façon péremptoire à de telles questions. De telles questions ne méritent que des réponses conjecturales. Vous conviendrez avec moi. La transparence des scrutins électoraux est de l'ordre de l'idéal. Ce sont des idéaux que l'on se bat pour atteindre. Je ne sais pas s'il y a eu un scrutin dans le monde à transparence 100%. Même aux États-Unis, il y a eu contestation de direction. Nous espérons tout humblement que la CENI fasse son travail de la façon la plus transparente possible. Nous espérons que ce qui est dû aux candidats leur soit donné. Les heures de visibilité médiatique, que le partage soit bien fait sur les chaînes de radio, les chaînes de télévision, qu'il n'y ait pas de tricherie là. Que le jeu soit ouvert et que le meilleur gagne. Et au niveau de la centralisation des résultats aussi, parce que c'est à ce niveau que les contestations sont les plus nombreuses. Les candidats, la centralisation et la proclamation des résultats. Les candidats de ce jeu électoral doivent s'assurer de 3 choses. De connaître le nombre exact des bureaux de vote dans chaque CELI, de vérifier que les urnes à l'ouverture des bureaux de vote soient bien scellées et vides, et de s'assurer que chaque bureau de vote dispose du nombre de copies suffisantes de procès verbal. Si il s'assure de ces 3 choses, abstraction faite de la question du fichier électoral, je crois que les conditions de base seraient ainsi réunies pour une élection transparente, acceptée et paisible. Docteur, que nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Maintenant, franchement, parlez-nous de votre vœu secret. Au-delà, en mars 2020, qui souhaitez-vous voir à la tête du Togo? Je souhaite voir le candidat qui pourra garantir le mieux vivre aux Togolais. Parce que au finish, il s'agit de ça. Oui, vous connaissez les 7 candidats aujourd'hui. Est-ce que dans le groupe, vous avez des profils qui correspondent au job que vous décrivez là? Aucun profil. Je connais le chef de l'État qui a un bilan à défendre, que l'on a vu en action, qu'on peut critiquer et qu'on peut défendre en fonction des secteurs d'action publique. Tous les autres candidats, à part Kodjo Agbeyome, qui a eu à diriger certaines centrales administratives, je ne les connais pas à l'œuvre. N'oubliez pas une chose, il y a en électronique ce qu'on appelle le régime semi-conducteur. Ça veut dire quoi? Vous avez un isolant qui généralement ne conduit pas de courant. Mais à un moment donné, sous une certaine tension, l'isolant se débloque et conduit brutalement du courant. Je veux dire que les acteurs politiques souvent entrent en régime semi-conducteur quand ils sont en face de certaines responsabilités régaliennes. Vous avez des gens que vous trouvez comme des goujards, comme des irresponsables. Mais lorsque vous leur donnez une charge institutionnelle importante, ils sont transformés. Vous avez des gens que vous trouvez comme des faiblards. Mais quand ils ont le pouvoir, vous ne les reconnaissez plus. Et vous avez des gens qui vous paraissent très rassurants, compétentes, ainsi de suite. Mais quand ils sont en position de pouvoir, ils sont exécrables. Aucun pronostic sur les individus n'est possible. En tout cas, moi, je ne m'aventure jamais sur ce genre de terrain. Je suggère, non, j'espère, excusez-moi, que le meilleur profil pour le Togo gagne. Et j'espère que ce scrutin se conduise sans violence, ni violence physique, ni violence morale extrême,
que tout se passe très bien. Donc ce meilleur profil n'est pas visible, ne saute pas aux yeux. En tout cas, pas à mes yeux. Mais vous êtes resté énigmatique jusqu'à la fin. Je n'ai pas pu déceler dans votre regard dans quelle orientation va l'Union des forces de Nous changement. sommes un grand parti qui a l'expérience des scrutins. Et cette question doit être prise avec beaucoup de délicatesse et Mais beaucoup de personnellement, prudence. pour qui allez-vous voter? Moi, personnellement, Ouais. où vous parlez de l'Union des forces de changement. Je parle de Dr Folie Gala Alors, Ekoué. comme il n'y a pas malheureusement des bureaux de vote en Suède, parce que entre le 18 et le 25, je serai en mission à Uppsala, je ne pourrai pas voter. Oui, mais vous pouvez faire procuration, Dr Folie. Le mot ne va pas sortir. Cette fois-ci, on ne me répond pas le silence. Merci, Dr Ekoué. Je vous en prie. Et nous arrivons donc à la fin de notre plateau. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée, Numéro d'Info. À très bientôt.